également interviewé sur l'avenir des monnaies. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir puisque nous vous accueillons à l'occasion de la présentation d'un livre, votre livre, Divina Insidia, Piège divin, qui est un roman. Alors ça, c'est la surprise. Et tout d'abord, je voudrais vous demander pourquoi ce livre et à qui s'adresse-t-il? Bien, d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'éditer ce livre. En fait, il s'appuie sur 10 années de recherche et procède un peu de la même démarche qui m'anime quand j'écris mes articles financiers, à savoir tenter d'expliquer à un plus large public les causes véritablement profondes de la crise financière et économique que nous traversons actuellement. Alors maintenant, ce qui concerne votre question, à qui il s'adresse, je voudrais plutôt dire à qui il ne s'adresse pas, plutôt qui serait déçu de le lire. Ceux qui, d'une part, ne veulent tout simplement pas comprendre les causes profondes de la crise financière ou qui estiment avoir déjà tout compris. D'autre part, ceux qui sont ancrés, je vais dire, dans un matérialisme absolu et pour qui il n'y a pas de réalité invisible aux yeux. Et finalement, ceux qui lisent la presse financière comme on lit la Bible, hein, c'est-à-dire pour qui les versions officielles n'ont pas lieu d'être remises en cause. Alors à tout cela, moi je dis, n'achetez pas le livre. Par contre, aux autres, je veux dire, ils devraient trouver ce livre très intéressant, instructif, ils devraient apprendre des choses graves tout en se divertissant. Je dois dire qu'avant de vous lire, j'avais de très vagues notions à propos de la finance. Mais après sa lecture, j'ai appris énormément de choses. Comment l'argent se crée, l'argent dette, le rôle de l'or, le fonctionnement d'une banque commerciale, le rôle d'une banque centrale. Vous entraînez vos lecteurs dans une histoire tout à fait passionnante qui nous mène jusqu'à la naissance d'une monnaie mondiale. Et tout cela reste tout à fait accessible, même pour le profane que je suis, par exemple. Ceci dit, vous êtes particulièrement critique. Selon vous, tout cela reposerait sur une gigantesque fraude? Je dirais que les lecteurs qui ont l'habitude de me lire ne seront pas étonnés. Il est vrai que je considère que les banques centrales en général sont économiquement très dangereuses. C'est le moins qu'on puisse dire. Votre héroïne, une journaliste d'ailleurs, va se trouver prise dans un piège qui va l'emmener dans l'envers du décor. Oui, le livre en fait part de mes recherches sur les mécanismes de l'intérêt. Alors tout le monde sait bien que quand il emprunte un capital de 100 € auprès d'une banque, il doit rendre ce capital plus les intérêts. Et en fait, une chose que j'explique dans le livre, c'est que ce mécanisme de rente concentre, je vais dire, mathématiquement, irrémédiablement, l'argent et donc la puissance dans les mains des plus gros prêteurs. Et une chose que j'ai découvert, c'est qu'il existe des grandes familles oligarchiques qui usent et abusent de ce mécanisme de génération en génération. Et comme elles se marient entre elles pour éviter que le capital ne se disperse, et comme les intérêts bancaires obéissent à des lois exponentielles, au fil des siècles, elles ont accumulé un patrimoine colossal. Alors, elles sont en fait très discrètes, ces grandes familles, la plupart sont connues, mais simplement, l'ampleur de leur patrimoine est très largement sous-estimée. Je vois. Ici, on ne parle pas de Bill Gates. Non, le fondateur de Microsoft, c'est complètement négligeable comparé à ces familles. Toujours votre héroïne, la journaliste, va rencontrer un membre important d'une de ces familles, avec lequel d'ailleurs elle va nouer une relation très particulière et pourrions-nous dire très attachante. Oui, et c'est l'intrigue du livre. Donc cette journaliste, qui de son propre aveu n'y connaît rien du tout en finance, va se retrouver piégée dans une aventure qui va la plonger au cœur de ces grandes familles. Elle va découvrir que lorsque l'on possède une fortune colossale, finalement, on n'attache plus tellement d'importance aux biens matériels. Elle va côtoyer des gens qui se sentent très profondément supérieurs et qui œuvrent depuis des générations à établir un monde conforme à leur vision et à leurs intérêts. Et cela passe entre autres par une réduction drastique de la population mondiale qui est perçue comme des parasites inutiles. Oui, vous donnez une impression assez particulière, assez étonnante, une perception de la réalité qui ressemblerait à un oignon. Oui, c'est une image en effet. Tout au fait au centre, on a donc ces familles oligarchiques qui cohabitent plus ou moins paisiblement, mais qui ont beaucoup d'intérêts communs. Et directement autour se trouvent des sociétés, je vais dire, aux croyances très particulières, sociétés occultes, qui forment comme une sphère autour de ces familles.
Et puis vient ensuite une autre couche, c'est la couche des groupements de personnes influentes et décideurs, comme les membres de la commission trilatérale par exemple. Et puis on s'éloigne encore du centre et on arrive à la couche je vais dire, des personnages influents mais plutôt suiveurs, ceux qui participent au club de Bilderberg par exemple. Et puis finalement vient une couche encore plus superficielle qui est celle des sociétés semi-secrètes comme les francs-maçons, puis vient la couche du monde politique, puis encore par-dessus la couche de la presse traditionnelle et finalement à la surface de l'oignon, les simples gens comme vous et moi, les plus éloignés de la réalité qui se situe au cœur. Alors il y a des personnes qui appartiennent à ces différentes couches et dont le rôle est de remonter, je vais dire, les instructions du centre vers l'extérieur. Et naturellement, l'argent sert de courroie de transmission, bien évidemment. Alors il faut quand même noter que c'est une structure très résistante, contrairement à une structure pyramidale où il suffirait de décapiter la tête. Ici, ce n'est pas le cas. Si un des éléments vient à faire défaut, eh bien, les éléments adjacents dans la sphère vont tout simplement remplir le vide qui s'est créé. C'est une des originalités d'ailleurs du livre de rassembler toute une série d'éléments historiques dans une suite logique jusqu'à la crise actuelle. Oui, donc le livre est bien un roman, ce n'est pas un livre historique, mais la journaliste va découvrir au fil des pages que la naissance de ces grandes familles remonte à des siècles en arrière et qu'à un moment dans l'histoire, leur vision de créer un monde conforme à leurs idéaux a croisé la route d'Adam Weishaupt. Alors le concept de nouvel ordre mondial prend véritablement son essor avec les Illuminés de Bavière, fondés par Adam Weishaupt. Alors je sais bien que sur Internet, il y a tout un folklore autour de ce personnage, mais quand on reprend les documents originaux et qu'on analyse, je vais dire de manière critique, on constate objectivement que ces idées ont eu une énorme influence sur les cercles maçonniques de l'époque et qu'il a également vraisemblablement disposé d'appuis financiers très importants. Comment avez-vous fait pour ne pas tomber dans la paranoïa? C'est un piège assez courant. Oui. Alors, d'abord, j'ai essayé de respecter une trame logique très forte. J'ai veillé à ce que tous les éléments du livre soient reliés entre eux par des liens logiques solides. D'autre part, j'ai eu la chance de disposer de documents rares et assez méconnus qui venaient de sources, je vais dire, indépendantes et qui se sont recoupés. J'ai modestement tenté de choisir les meilleures sources possibles. Par exemple, à un moment dans l'histoire, Anne, la journaliste, va être amenée à participer à une des rencontres secrètes des clubs de Bilderberg. Eh bien, pour écrire ce chapitre, je me suis appuyé sur des discussions que j'ai eues avec ce que je considère comme le meilleur spécialiste de la question, à savoir Daniel Estulin. Bon, à un autre moment dans le livre, Anne va pénétrer le monde mystérieux du Bohemian Groove, avec à la fin sa cérémonie macabre. Eh bien, pour écrire cette partie du livre, je me suis appuyé sur les vidéos en caméra cachée réalisées par le journaliste Alex Jones. Alors ensuite, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est d'éliminer tous les éléments les plus spéculatifs ou les plus incertains. Par exemple, à un autre moment dans le livre, Anne va être confrontée aux invraisemblances du rapport officiel des attentats du 11 septembre, et ils sont bien nombreux. Et bien là encore, j'ai passé du temps pour sélectionner les éléments les plus troublants de ce rapport. Et puis finalement, j'ai introduit dans le livre un personnage pétri de certitude, c'est le mari de la journaliste, un homme pour qui il n'y a absolument pas besoin de remettre en cause les versions officielles, donc vraiment l'exemple même de la personne qui n'aimerait pas lire un livre comme Divina Insidia. Et donc ce personnage donne son opinion en contrepoint, toujours, pour que le lecteur finalement puisse se forger sa propre opinion. C'est un peu un message implicite du livre que je voudrais un peu glisser, c'est apprenez à penser par vous-même. À un moment donné, vous faites dire à un membre d'une de ces familles, lorsque nous sommes parvenus à dominer le monde visible, nous voulons passer à l'étape supérieure et dominer le monde invisible. C'est un des aspects que j'ai découvert en m'intéressant au monde de la finance et que j'expose dans le livre. A priori, c'est vrai, on pourrait croire que la richesse absolue est liée à un rejet de toute forme de spiritualité.
Mais c'est bien possible que ce soit vrai pour des, je vais dire, des milliardaires nouveaux, matérialistes. Mais ici, on se place tout à fait dans une catégorie largement supérieure. Et là, ce n'est absolument pas le cas. J'explique dans le livre que les textes sacrés des principales religions monothéistes interdisent formellement les prêts contre intérêt. C'est a priori très étonnant de trouver dans la Bible ou dans le Coran des interdits financiers bien loin de toute préoccupation spirituelle. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, tout ça peut effectivement s'expliquer avec une certaine logique spirituelle. Je dirais qu'il y a 10 ans, moi, je pensais que ceux qui suivent des croyances occultes particulières, noires, que je laisse le soin au lecteur de découvrir, étaient des marginaux. Mais maintenant, sur base de rencontres, d'expériences personnelles, de discussions, de lecture de documents, je crois que tout ça peut quand même s'expliquer dans une logique d'une réalité supérieure de lutte entre deux conceptions différentes du bien et du mal. Mais bon, c'est un aspect du livre qu'on ne peut pas expliquer en quelques phrases, parce que ça semblerait vraiment trop invraisemblable. Oui, vous avez raison, et le lecteur découvrira par lui-même que Anne et sa famille auront vécu une situation hors du commun, paranormale pourrait-on dire, au travers de laquelle, du reste, vous traitez des grandes questions de l'humanité. Alors, ne dévoilons pas la fin de l'aventure, et permettez-moi de vous dire à quel point j'ai été heureuse de trouver dans votre livre un réel message d'espoir. Ah, je suis très content que vous l'ayez ressenti, parce que traditionnellement, dans les articles financiers que j'écris, j'explique pourquoi la crise financière que nous traversons, crise économique également, va malheureusement s'aggraver et va encore s'étendre sur de nombreuses années. Mais ici, je ne voulais pas écrire un livre dépressif de plus, parce que fondamentalement, cette histoire relate l'aventure d'une simple famille, et je dis bien une banale famille, qui va être l'instrument d'un dessein qui la dépasse largement. À son niveau, cette famille a simplement accompli sa part de responsabilité, ce qui a permis de mobiliser des forces qui lui sont largement supérieures. Et c'est quelque part un peu comme ça que l'histoire du bien progresse. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui se sentent impuissants face à la situation qu'il ne faut pas forcément faire une révolution. Déjà, le fait de chercher par soi-même à avoir une information exacte, de ne pas suivre aveuglément l'avis des faiseurs d'opinion, de partager l'information autour de soi, tout ça contribue déjà à élever la conscience collective, à mon avis. Alors nous allons conclure, Monsieur Roussel. Vous nous avez offert un livre à la fois passionnant, troublant, très instructif. Je suis persuadée que beaucoup de gens vont apprendre plein de choses. Tout comme moi, ils auront peut-être un peu de difficulté à démêler ou à tracer la frontière entre le réel et un imaginaire encore inconnu de beaucoup. Nous mettons tout cela ensemble et en 2 mots, nous allons dire un régal. Eh bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va laisser le soin au lecteur de découvrir le livre et de se faire sa propre opinion. Encore un grand merci pour